atelier politique culturelle. Du coup, je m'appelle Mathieu Cipriani. Oui, le projet, c'était celui donc d'animer un atelier. Alors, pourquoi un atelier et pas une conférence? C'est parce que ça me paraît peut-être plus opérant d'être davantage en discussion sur ces sujets-là. De ne pas attendre une parole magistrale, même si j'ai un certain nombre d'éléments, puisque je me suis penché sur ces questions-là, à vous soumettre, mais c'est plutôt partager, je dirais, des savoirs, mais aussi peut-être produire ensemble des connaissances, quoi, puisque vous pouvez aussi faire en retour état de vos expériences personnelles sur ce sujet. Enfin, donc ça, c'est tout à fait possible. Donc je vous encourage à être davantage dans la discussion que uniquement dans une écoute, même si elle est attentive, je n'en douterai pas, quoi. Alors, quand j'ai eu cette idée qui m'a été soumise par Joséphine d'ailleurs, et par Pierre aussi d'ailleurs au cours de ce séminaire, on m'avait dit mais pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas ce séminaire ici à la Criée? Alors je trouvais l'idée plutôt séduisante, mais plutôt que de donner ce cours, je préfère donner la possibilité à qui voudra ou se sent concerné d'échanger sur ces sujets-là. Et il est vrai que l'idée m'est venue de travailler sur cette question-là, de politique culturelle, et puis de vous les soumettre ici, parce que lorsque j'ai assisté à une assemblée générale il y a quelques semaines de ça, où il était question, c'est la première assemblée générale qui réunissait le ZEP et puis la Criée, il était question de rédiger ensemble une liste de revendications, et parmi lesquelles il y avait celles qui se donnaient pour projet d'ouvrir les lieux culturels, et Emmanuel Gourevitch avait rajouté d'éducation populaire. Alors, moi c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé que l'on ouvre des lieux culturels et puis des lieux d'éducation populaire, parce que la question de l'éducation populaire, c'était mon sujet d'étude que j'ai donc soumis à une soutenance en décembre dernier. Donc j'ai travaillé autour de la question de l'éducation populaire, donc c'est un sujet moi qui me tient très très à cœur, quoi. Qui me tient très très à cœur, et après il reste à savoir ce que c'est l'éducation populaire, et puis qu'est-ce que ça a comme rapport, l'éducation populaire, avec les politiques culturelles, qui est donc l'objet qui nous rassemble aujourd'hui. Alors l'éducation populaire, moi j'en ai entendu parler pour la première fois un jour que j'ai animé un atelier qui avait été dirigé pour des nouvelles arrivantes à Marseille, donc des femmes qui venaient d'Europe de l'Est, qui venaient aussi du Sud, et puis j'avais organisé des séances de théâtre forum. Et donc j'avais des outils un petit peu d'Auguste Aubois avec lesquels pouvoir travailler sur la question de l'oppression, sachant que ces femmes connaissaient très 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 précisément ce qu'on entendait par oppression. Et donc on essayait de mettre en scène donc des situations qu'elles avaient vécues, et on essayait ensemble de trouver les moyens de dénouer ces oppressions par le théâtre. Et je me rappelle qu'on avait fait donc ces ateliers une fois par semaine, c'était au Centre Julien, et puis ça faisait l'objet aussi d'un petit film, parce qu'on avait quelqu'un qui filmait au fur et à mesure chaque séance, et puis on avait présenté ce film, et le directeur du centre social, qui depuis a été renvoyé, me disait « Ah, ben là, vraiment, là, vous êtes en train de faire de l'éducation populaire. » J'avais jamais entendu parler de cette bête-là, l'éducation populaire. Alors je me suis un peu penché là-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? Et puis quand j'ai commencé à me pencher là-dessus, j'ai été absolument passionné par ce sujet, parce que c'est, je pense, ma petite histoire, elle est aussi liée à une histoire beaucoup plus importante, la grande histoire, qui est celle en fait du début des années 2000, lorsque j'étais metteur en scène d'une compagnie de théâtre que j'avais créée avec des camarades, on venait tous de l'université, et donc pendant 15 ans à peu près, j'étais metteur en scène, et puis metteur en scène professionnel, autrement dit, je réussissais à me payer, à salarier les comédiens, tout ça, et donc on avait essayé un peu de tourner, mais c'était très compliqué de tourner. Et surtout, c'est qu'au début des années 2000 jusqu'en 2010, date à laquelle j'ai arrêté cette activité, j'ai pu observer qu'il y avait de grandes transformations dans les conditions de travail, et puis dans les conditions d'obtention des subventions qui permettaient de financer nos spectacles, quoi. J'avais vraiment le sentiment, moi, que je faisais un tout autre métier, quoi.
et qu'il fallait à ce moment-là eh bien, que j'adopte en fait un discours, un langage qui n'était plus du tout celui que je connaissais, qui était un langage très technocratique. On commençait à parler beaucoup et davantage de la notion de projet, il fallait déposer un projet chaque année, etc. Donc pour moi, c'était des choses qui commençaient à présenter, qui devenaient antinomiques finalement avec ce que je me donnais comme horizon d'attente du métier de metteur en scène. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que ça n'allait plus être possible de continuer de travailler dans ces conditions. Alors, j'ai voulu travailler, de laisser les professionnels de la profession de la culture de côté, en allant travailler beaucoup plus dans le champ social, en l'occurrence avec la société civile et à travers le centre social du cours Julien. Et en faisant ce travail, eh bien, j'avais l'impression de m'éloigner un petit peu de ce que je faisais d'habitude, mais surtout de rencontrer en fait cette notion d'éducation populaire qui, moi, me renvoyait en tous les cas à la position de l'artiste, je dirais signataire, souverain, signataire à la fois de l'œuvre, mais aussi du carnet de chèques, enfin la position un peu patronale du metteur en scène m'était renvoyée d'un coup à la figure, parce que je crois que lorsqu'on est metteur en scène, on est aussi tout à fait conscient de la subordination du travail des salariés avec lesquels les metteurs en scène travaillent. Et là, en l'occurrence, quand j'étais dans ce centre, eh bien, les relations de travail, de production étaient tout à fait différentes. Alors, l'éducation populaire, qu'est-ce que ça voulait bien pouvoir signifier? Alors, quand j'ai voulu réfléchir un peu à ces questions, donc ça a ouvert pour moi un champ théorique qui est celui en fait d'un master et puis ensuite d'un doctorat, etc. Et donc je me suis interrogé sur ce que c'était que faire œuvre en éducation populaire. Vous allez voir, on va revenir petit à petit à la question des politiques culturelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire une œuvre d'éducation populaire? Alors déjà, historiquement, quand est-ce que ça commence l'éducation populaire? Parce on dit que c'est quelque chose d'assez récent, qui vient peut-être de l'après-guerre, mais si on commence à faire un peu des recherches, en fait, quand on fait des recherches universitaires, on se découvre une passion pour les archives, les vieux papiers, quoi. Et donc, il faut réussir à faire parler un petit peu les archives. Donc, on fait un travail un peu d'historien. Donc, faire un travail d'historien et s'interroger sur l'histoire des politiques culturelles, eh bien, ça nous oblige à savoir quand est-ce qu'ont véritablement débuté les politiques culturelles. Alors, on sait que le ministère des Affaires culturelles a été créé en 1959, par Malraux. Alors, on peut dire que Malraux, c'est lui qui a en quelque sorte initié les politiques culturelles, mais en aucun cas, le travail de Malraux, ça a été le début des politiques culturelles. Alors, quand est-ce qu'on commençait véritablement les politiques culturelles? Eh bien, je suis allé fouiller un peu dans ces archives, ces fameuses archives. Et j'ai pu voir qu'en réalité, on pouvait remonter jusqu'au très 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 loin dans l'histoire, on pouvait aller jusqu'au 19e siècle, et voire même au 18e siècle. Au 18e siècle, ça a pu commencer avec, tout de suite après, en fait, la Révolution française. Alors j'ai pu voir qu'à partir de la Révolution française, il y a eu en janvier 1791, donc vous voyez, quelques années après la chute de la Bastille, un décret qui instaurait la liberté d'opinion sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on laissait la possibilité aux artistes de pouvoir occuper les théâtres. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce n'était plus seulement le pouvoir qui déterminait ce que les œuvres allaient être, mais les gens pouvaient s'exprimer à travers le théâtre. Et donc on a donné cette possibilité aux gens de se sentir libres, en tous les cas, de faire des œuvres théâtrales dans les théâtres. Et puis, il y a eu aussi cette idée que, après la chute de la Bastille, on avait donc fait tomber la monarchie, mais il restait encore beaucoup de choses à faire. Il restait notamment à lutter contre en fait, le dernier ennemi qu'il fallait absolument combattre, qui était celui de l'ignorance. Et on s'est dit, la culture, elle devait être au cœur de la lutte contre l'ignorance. Et c'est de là qu'ont été inventés en 91
en 1791, en septembre 91, ce qu'on allait appeler les fêtes publiques, les fêtes civiques. Et ces fêtes publiques, elles avaient pour fonction d'organiser des moments de commémoration où on allait faire état de tous les événements qui étaient en cours, où on allait raconter aussi eh bien, les martyrs de la Révolution, et on allait célébrer eh bien, ces grands moments de l'histoire qui étaient en marche à ce moment-là. Et c'est de là que sont nées en fait les fêtes publiques, les fêtes civiques. Là, on est en 1791. Je n'ai pas compris si c'était vraiment ces fêtes civiques, c'est les fêtes qu'on rejoue des moments d'histoire. Eh bien, c'est ça, on rejoue des moments de l'histoire, et puis en fait c'était une sorte de théâtre, si vous voulez. Jusqu'à présent, le théâtre, il était enfermé dans les théâtres. C'était le théâtre à l'italienne qui était encore présent à ce moment-là. Et donc, alors qu'on s'était battu pour faire tomber la monarchie, alors qu'on s'était battu pour créer la République, ben, les gens qui étaient dans la rue, on ne pouvait plus les remettre dans les théâtres. Et donc, on a créé des moments de rassemblement qui étaient en fait des moments où ça ressemble aujourd'hui à un théâtre de rue, si vous voulez, un théâtre déambulatoire, où c'était des grands chars qui étaient donc constitués par des figures allégoriques. Alors il y avait des gens qui étaient montés sur ces chars, et puis on représentait souvent des figures qui étaient liées à la Grèce antique, aux héros romains, enfin, et donc c'était des défilés comme ça, et donc qui rassemblaient toute une population pour un certain point, et puis à ce moment-là, eh bien, on faisait des grandes cérémonies, des grandes messes, mais c'était des messes laïques à ce moment-là. Et elles avaient pour fonction aussi bien d'instruire, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois émouvoir par les figures allégoriques, mais il fallait aussi également instruire sur ce que c'était que la République et ce que c'était que le fait d'être ensemble. Donc ça, c'était un moment très important. En septembre 91, lorsqu'on a mis en place donc, les premières fêtes publiques. Et puis, il y a eu surtout, quelques temps après, entre le 20 et le 21 avril 1792, le projet de Condorcet. Ouais. Pardon, une précision, mis en place par l'État. Par l'État lui-même. L'État lui-même. Ouais. Donc c'était un rendez-vous que l'État organisait lui-même. C'est ça. Toute l'organisation était comme un service public. Ben voilà. De la fête de l'instruction. Exactement, exactement. C'est-à-dire que là, pour la première fois, eh bien, c'était les personnes qui étaient au pouvoir, autrement dit les républicains, le Conseil, l'Assemblée constitutionnelle qui, sous son autorité, mettait en place donc, des fêtes publiques qui étaient à destination des gens, des citoyens, pour leur faire, en quelque sorte, pour les instruire sur ce que c'était que le fait d'être ensemble, sur ce que c'est que la République. Et donc, il y avait des grands artistes de l'époque, David, etc., le peintre David, qui organisaient ces fêtes et qui les mettaient en scène, en quelque sorte. Donc, c'est la première fois où, en effet, l'État, enfin, du moins, l'Assemblée constitutionnelle ici, organisait un rendez-vous public pour instruire le peuple. À la fois l'instruire, mais aussi créer une espèce de communauté. De communautés sensibles par rapport à certaines allégories, certaines formes qui devaient susciter un enthousiasme chez les gens. Il fallait créer une espèce d'enthousiasme général autour de ces formes. Donc ça, on est vraiment quelques temps après la Révolution française. Mais en même temps, moi, ce que ça peut m'évoquer aussi, c'est une forme de propagande pour promouvoir la République. Enfin, mais voilà, là c'est ce qui me vient à l'esprit en imaginant qu'un État aussi frais et après autant de lutte se gorge de ça et utilise des outils de médias populaires pour voilà, enfin en tout cas c'est pour le coup là donc c'est des connaissances mais donc c'est peut-être des messages aussi précis qui sont transmis. Enfin, voilà. Bah oui, tout à fait, bah oui. Oui, complètement. Ah oui, c'est-à-dire que là, ce qui est quand même, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est que vraiment c'était le début de ce qu'on pourrait appeler l'esthétique de la politique. C'est-à-dire pour la première fois ici, eh bien, il s'agissait, l'État, à travers des formes théâtrales, propageait des messages
dans un premier temps, c'était pour instruire, pour parler à la fois des martyrs, etc. Mais aussi, et c'est ce qui s'est passé avec le moment de la terreur, lorsque Robespierre a pris le pouvoir, ce qui était présenté comme un outil d'émancipation, puisque ça permettait aux hommes et aux femmes de s'ouvrir à la République, en tout cas à la doctrine qui était donnée, eh bien c'est devenu un outil de coercition. C'est un moyen aussi qui était mis en place par l'État, qui avait lieu, donc ces fêtes civiques avaient lieu à Paris, mais elles avaient lieu aussi en province, et c'était un excellent moyen, en effet, de s'assurer que dans les provinces, il n'y avait personne qui avait un esprit contre-révolutionnaire, c'est-à-dire c'était un moyen aussi de vérifier, parce que c'était obligatoire. Il fallait assister absolument à ces rendez-vous. C'est quand on arrive au fait de la fédération, ouais. quand Robespierre fait des discours interminables, oui. il faut être là, et il faut écouter. Ouais. Et effectivement, tout autour, il y a des gens qui inspectent, qui surveillent pour être sûr que tout le monde écoute. Mais ce qui est marrant dans ce que vous dites, et je ne fais pas référence à Marseille, c'est le rapport au carnaval. C'est un peu comme si c'était un carnaval récupéré et renversé. C'est-à-dire c'est plus le peuple qui fait le carnaval, c'est l'État qui décide de faire un carnaval à sa sauce. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi des débuts des arts de la musique. C'est tout à fait. Moyen-Âge. Alors ça commence avec ce qu'on appelle Moyen-Âge, c'était déjà très présent. Mais ce que vous racontez, je ne connaissais pas. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment l'État s'en empare et en fait un outil d'émancipation. Au départ. Pas tout à fait populaire, mais oui. Au départ. Oui, au départ, c'est ça. Au départ, c'était s'instruire à travers ces spectacles. Les spectacles devaient instruire les gens. Et puis après, en effet, c'est un moyen de s'assurer que tout le monde était bien présent et qu'il n'y avait pas un esprit de contre-révolution. Tout à fait. Donc, selon évidemment le régime, enfin, il serait intéressant vraiment de lire l'évolution de ces fêtes civiques à travers justement les prises de pouvoir successives pendant la Révolution. On pourrait presque lire l'histoire de la Révolution à travers la mise en scène et les mises en forme de ces fêtes civiques, selon les références allégoriques, etc. Et puis selon aussi les fonctions qu'on pouvait leur attribuer. Alors, ça c'était en 91, et puis ça s'est déroulé après encore quelques années. Et puis il y a eu, en avril 92, Condorcet, donc, qui a eu a présenté à l'Assemblée constituante un projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. Et donc, c'est là où on a véritablement parlé d'instruction publique. C'est-à-dire, un an après la création de ces fêtes civiques, on mettait en place le début de ce qu'on a appelé l'instruction publique. Autrement dit, l'instruction publique qui n'allait pas seulement être dirigée vers les enfants, mais aussi les adultes. C'est-à-dire qu'il fallait continuer à ce que les adultes puissent s'instruire, alors que les éléments qu'ils avaient pu, pour certains, acquérir pendant leur scolarité, lorsqu'ils étaient amenés à devoir vivre, à devoir travailler, toutes les connaissances qu'ils avaient acquises passaient en second plan et ils étaient obligés de se préoccuper de choses beaucoup plus quotidiennes et beaucoup plus dans un travail harassant qui faisait que souvent leurs connaissances, ils les avaient perdues. Donc c'était une façon aussi de renouer avec ces savoirs. Et aussi cette idée qu'on allait pouvoir aussi rendre cette instruction pérenne, c'est-à-dire que ces adultes pouvaient continuer encore de s'instruire, même après être sortis de la scolarité. Donc c'est la première fois où aussi on met en place donc, les débuts de l'instruction publique. On ne parle pas encore d'éducation populaire, mais il y a déjà cette idée que la culture allait permettre, à travers les fêtes civiques et ce projet de décret sur l'instruction publique, la culture allait permettre de s'instruire, de s'émouvoir et aussi de s'instruire. Voilà, ça ce sont les deux plans qui sont à observer donc, sur la période du 19e. Donc après, alors évidemment, on pourrait dire que c'est une branche de l'éducation populaire. C'est la branche qu'on pourrait dire laïque, républicaine de l'éducation populaire. Et puis il existe une branche un peu plus récente, qui est celle du 19e siècle, qui correspond en fait au mouvement d'émancipation ouvrier. Alors ça serait le courant ouvriériste, on pourrait dire, qui est né juste après la Commune, c'est-à-dire vers 1871. Après 1871,
il y avait encore ce souvenir très présent parmi les ouvriers. Et il y a eu la volonté de revendiquer pour les ouvriers comment dirais-je, un certain nombre de droits qui sont passés par les syndicats, et il y a eu la loi Waldeck-Rousseau en 1800, je crois que c'est en 1874, qui a permis justement que les syndicats puissent être autorisés à pouvoir se rassembler ou de rassembler des professionnels. Donc cette loi a permis justement que ces syndicats puissent exister, puissent rassembler des gens et puissent aussi en même temps s'organiser dans des lieux qui allaient être désignés comme les bourses du travail. Alors ces bourses du travail, elles ont commencé en 1876 à Paris, puis on a eu une aussi à Marseille, qui se trouve d'ailleurs toujours encore sur du côté du marché de Noailles. Là, vous voyez, ça c'est la première bourse du travail. Et puis, dans ces bourses du travail, eh bien, à quoi ça servait à ce moment-là? Eh bien, c'était utile parce que il fallait savoir que la régulation du marché du travail s'était faite par des officines privées le plus souvent. Et donc là, c'était la première fois où on donnait la possibilité aux ouvriers de pouvoir gratuitement et puis librement pouvoir réguler par eux-mêmes le marché du travail. Et donc ils étaient présents dans ces bourses du travail, et puis on s'échangeait donc à la fois des informations sur l'emploi, c'est-à-dire quelles étaient les offres d'emploi. La NPE n'existait pas encore, c'était en quelque sorte les prémices, je dirais, de la NPE, sauf que c'était organisé par les ouvriers eux-mêmes. Et ils pouvaient également, ça m'a vraiment passionné aussi, ils pouvaient également donc se former, ils pouvaient donc à la fois donc partager aussi des savoir-faire, et puis ils pouvaient également aussi se mutualiser, ils pouvaient créer donc des caisses de solidarité, des caisses de chômage, si jamais il y avait des salariés qui étaient en difficulté. Donc une forme d'organisation, d'auto-organisation. Et puis il y avait la possibilité aussi pour eux de créer leur propre propagande. Et c'est de là où justement la culture était présente, c'est que les ouvriers eh bien, avaient créé des troupes de théâtre. À Marseille par exemple, il y avait la compagnie du théâtre social, qui était composée par des ouvriers, des charpentiers, etc., qui créaient des spectacles à partir de pièces du moment, on va dire. C'était le théâtre mélodramatique, le théâtre naturaliste. Alors ça, c'est donc, on va dire, le courant ouvrier de la branche de l'éducation populaire. Et puis ensuite, on pourrait aller après dans le courant des années 20-30 avec le théâtre d'agitation et de propagande, mais là, c'est encore autre chose. Enfin, toujours est-il que cette éducation populaire dont on cherche à définir, eh bien, on pourrait dire qu'il existe plusieurs éducations populaires. En fait, il n'en existe pas qu'une seule. Il existe donc cette éducation populaire laïque républicaine, et puis l'éducation populaire ouvriériste, qui allait combattre finalement l'école de Jules Ferry en disant que cette école, de toute façon, elle n'était faite que pour asservir, alors que les ouvriers s'instruisant par eux-mêmes, eh bien, pouvaient proposer une sorte de contre-culture en quelque sorte, un contre-savoir. Donc cette éducation populaire, eh bien, elle a une histoire, et quand on observe cette histoire, on peut se dire que, eh bien, finalement, peut-être on peut déjà commencer à la définir. Si on regarde ces différentes branches, ça nécessiterait bien sûr de passer plus de temps pour les étudier de façon un peu plus précise, mais on peut considérer qu'elles ont pour fonction de réaliser des œuvres. Là, je vous ai donné les différentes modalités de ces œuvres. Ce sont des spectacles le plus souvent, mais réaliser des œuvres, dans quel sens réaliser une œuvre? Quand on regarde dans la définition étymologique de œuvre, dans le littré, œuvre, ça veut dire que c'est quelque chose que l'on fabrique avec la main. Donc faire une œuvre, c'est fabriquer quelque chose avec la main. Alors c'est très intéressant parce que en observant un peu ce courant, y compris à travers ce mouvement dans le XXe siècle, tout au long du XXe siècle, on se rend compte que faire œuvre en éducation populaire, c'est réaliser une œuvre, mais c'est presque aussi se réaliser en
créant une œuvre, se réaliser soi-même. C'est-à-dire, c'est fabriquer quelque chose avec la main, mais c'est aussi, finalement, se prendre en main. Faire une œuvre d'éducation populaire, c'est, en quelque sorte, se réaliser, c'est-à-dire faire une œuvre qui nous permet de nous prendre en main. Et donc, vous voyez qu'il y a cette idée dans l'éducation populaire de faire une œuvre, mais surtout d'être œuvré par l'œuvre elle-même. Quand, par exemple, je travaillais avec dans cet atelier que j'avais réalisé au cours Julien, je me suis rappelé, ça c'est un souvenir qui va toujours me marquer, il y avait différentes origines sociales, non, mais culturelles, des femmes qui étaient présentes, et il y en avait une notamment qui venait des Comores. Et alors, elle avait une grande difficulté à parler, parce qu'elle ne connaissait pas la langue, et un jour, elle était venue avec une amie à elle, qui, elle, avait plus de facilité à parler, et elle s'était sans doute un peu concertée, mais elle avait exposé les raisons pour lesquelles elle était là. Et généralement, l'atelier commençait toujours un peu comme on est là ici aujourd'hui, c'est-à-dire on faisait un cercle, et puis en disant en gros comment ça va avec la douleur, comme le dit Depardieu, quoi. Non, pardon, pas Depardieu. Depardieu, oui, il disait comment ça va avec la douleur. C'est la question qu'apparemment beaucoup de gens se posent en Afrique, comme on se dit bonjour, on dit comment ça va avec la douleur. Donc nous, c'est un peu la question qu'on se posait aussi à chaque début de séance. Et en gros, quels sont comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire, c'était comme un groupe de parole, si vous voulez. Et puis, cette femme avait dit, ben voilà, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que, bon, j'ai travaillé dans un hôtel, j'étais mise à l'essai dans un hôtel, et puis, bon, comme elle ne parlait pas bien français, eh bien, son employeur, au bout de 2 mois, l'a mise à la porte, sans lui avoir donné un centime, quoi. Donc on était un peu consternés par ce qu'elle venait nous apprendre. Souvent c'était des problèmes qui étaient des problèmes familiaux, mais il y avait aussi des problèmes sociaux aussi qui étaient là aussi très présents. On se disait bon, bah alors écoute, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de jouer la scène du dernier entretien que vous avez eu avec cet employeur. Donc on a joué cette scène, donc elle a joué à la fois son propre rôle dans la scène, et puis, selon la technique de Boile, elle a joué aussi le rôle du patron. La technique de Boile, Augusto Boile, dans le théâtre de l'opprimé. Ça, c'est lui qui a créé le théâtre forum. Théâtre forum. Auguste Boile, B-O-A-L. Augusto Boile. Et donc, elle a joué la scène de son point de vue, du point de vue de l'employeur, et puis après, le but du jeu, c'est de trouver comment s'en sortir, comment vous feriez à sa place pour trouver une solution. L'atelier s'appelait « Comment feriez-vous à ma place ?» C'est ce que dit Boile par rapport à ça, il dit c'est la question que se posent tous les opprimés, c'est comment feriez-vous à ma place? Donc c'est la question qu'on posait communément. Et toutes les participantes devaient proposer des solutions sur ce qu'elles feraient à sa place pour obtenir son chèque. Alors il y a eu peut-être une dizaine, 3, 4, 5, 6 passages parmi les 10 personnes qui étaient là, et puis c'était à chaque fois des propositions un peu... Parfois il y avait des propositions fortes, d'autres un peu plus rocambolesques. Mais toujours est-il qu'on voyait que notre participante était très attentive à ce qui se passait. Et puis on a terminé l'atelier. Alors il s'est passé entre-temps quelques semaines, il y a eu des vacances scolaires, donc on l'a perdu de vue. Et puis un jour elle est revenue, un printemps, un peu comme aujourd'hui. Elle est revenue là, dans la salle, et puis... alors on était content de la revoir, ils lui ont dit « Et alors, comment ça s'est passé avec ton patron? Vous avez réussi à obtenir votre chèque? Ça a marché ?» Alors elle avait dit que oui. Elle était retournée voir son patron, et puis elle avait réussi à obtenir son chèque. On dit « c'est extraordinaire, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? La première question qu'on lui a posée, c'est est-ce que l'atelier a été utile pour ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez utilisé des choses? Alors elle a dit « oui, je pense ». Alors qu'est-ce qu'elle a gagné? En quoi est-ce qu'elle a été augmentée? Ce serait peut-être très prétentieux de notre part de dire oui, c'est nous qui lui avons permis d'obtenir son chèque. Autrement dit, on aurait réussi à anticiper les effets politiques de notre action dans sa réalité. Chose qui me paraît un peu, un peu prétentieuse peut-être. Mais en tout cas, une chose était certaine, c'est qu'elle a été augmentée. Elle s'est augmentée elle-même.
elle s'est augmentée elle-même, peut-être tout simplement parce qu'elle a pris confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle a entendu, elle a vu, elle a joué. Donc le théâtre était un moyen pour elle de connaissance, c'est-à-dire comment vivre cette situation à travers le théâtre, donc d'anticiper peut-être les choses ou de voir comment ça se passe de l'autre côté, du côté du dominant, on va dire, mais aussi peut-être comment ça se passe si quelqu'un avait fait quelque chose, donc peut-être de voir la façon dont les autres s'y prennent, donc d'observer avant d'agir. Donc elle s'est augmentée en observant avant d'agir. Elle a pris confiance en elle, elle a gagné des attitudes physiques, parce qu'elle a vu comment on se tenait lorsqu'on était du côté du pouvoir, comment on se tient lorsqu'on est du côté de l'oppression. Elle a pu voir des attitudes de corps, des propositions, bref, en tout cas, elle a eu un panel de choses possibles, potentiellement réalisables dans sa réalité. Et force est de reconnaître que sa réalité a été transformée. Donc, quand le directeur du centre social me disait « Bon, ben, vous voyez, là, vous avez fait l'éducation populaire », il avait vu ce film qu'on avait réalisé, donc on a les images de ce moment. Eh bien, j'ai compris que l'éducation populaire, c'était peut-être ça, justement. Cette idée de s'augmenter, d'être œuvré par le théâtre, et l'idée de se prendre en main, à travers la réalisation d'une œuvre théâtrale. Donc toute cette histoire de l'éducation populaire, est-ce qu'elle n'a pas d'autre effet que de montrer les différentes modalités pour les hommes, des femmes, alors des citoyens, des ouvriers, selon les époques, à s'augmenter, à penser collectivement les choses, puisque c'était le cadre de cet atelier, de s'augmenter, de penser collectivement les choses, de s'instruire et de se prendre en main pour réaliser quelque chose dans la réalité. Voilà. Alors, voilà en gros ce que serait que l'éducation populaire. Et cette éducation populaire, bon, elle a, donc ce mouvement s'est poursuivi, il a commencé donc au 19e, il s'est poursuivi au 20e, et puis à l'après-guerre, il était très présent. À partir de 1945, c'était super important, l'éducation populaire. Alors quand je dis histoire politique des politiques culturelles, j'ai dit que je veux faire l'histoire des politiques culturelles. Quel rapport, me dites-vous, qu'il y a entre la politique culturelle et l'éducation populaire? Eh bien, ça dépend de quelle histoire on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de faire l'histoire des politiques culturelles? Alors, si on veut faire l'histoire des politiques culturelles, alors évidemment, ça veut dire, si c'est l'histoire, ça veut dire qu'on va essayer de respecter une chronologie. Alors oui, j'ai noté ici un certain nombre de dates importantes qui vont donc déterminer comme ça des périodes, des séquences historiques, bien sûr. Mais ce serait alors du coup histoire des politiques culturelles. Mais pourquoi histoire politique des politiques culturelles? Eh bien, histoire politique des politiques culturelles, c'est parce que, pour moi, ce que j'ai essayé de montrer en tous les cas dans ma thèse, et puis ce que je vais peut-être essayer de discuter un peu avec vous, à partir de certaines séquences historiques, c'est que cette histoire des politiques culturelles, c'est l'histoire d'un affrontement, c'est l'histoire d'un conflit, c'est l'histoire d'un rapport de force qu'il y a entre qui et qui sont les belligérants dans cette histoire. Eh bien, il y a les politiques culturelles, bien sûr, c'est-à-dire en fait, je dirais, des projets, des doctrines, des philosophies de politique culturelle. Et puis, en face, qu'y a-t-il? Eh bien, il y a ce courant qui a donc commencé au XIXe siècle et qui se poursuit au XXe, qui est celui de l'éducation populaire. Autrement dit, quand je dis que je veux faire l'histoire des politiques culturelles, je veux raconter, à ma façon, je dirais, l'histoire du conflit qui opposait les politiques culturelles à ce mouvement d'éducation populaire qui s'inscrit résolument dans une politique culturelle. Quand vous prenez par exemple au XIXe siècle, eh bien, la première politique culturelle du XIXe siècle, elle avait pour objectif à la fois d'instruire, rappelez-vous, mais aussi de réaliser des œuvres, c'est-à-dire en même temps de créer des objets sensibles, des objets artistiques. Mais on mélangeait les deux. On disait qu'il fallait à la fois instruire et en même temps divertir, si je puis dire. Autrement dit, la question de l'éducation populaire est omniprésente dans les politiques culturelles. On pourrait même presque dire que, finalement,
elles se sont presque construites l'une vis-à-vis de l'autre, ou plus précisément peut-être l'une contre l'autre. Donc quand je fais l'histoire politique des politiques culturelles, je vais raconter l'histoire de leur affrontement, et c'est dans cet affrontement qu'elles se sont finalement l'une et l'autre construites quoi, tout au long de l'histoire. Ouais. Quand vous faites la distinction entre éducation populaire et politique culturelle, ça veut dire que vous dites que les politiques culturelles sont soumises davantage dans le carcan républicain plus que dans l'éducation populaire qui... D'une certaine manière, Alors, oui, c'est-à-dire que, en fait, je pense... quand je dis qu'elles se sont construites l'une contre l'autre, c'est qu'elles ont finalement été assez proches l'une de l'autre. Parce que elles ont des points communs. Elles ont un point commun, c'est que l'éducation populaire, en fait, a commencé à partir on va dire, au début du XXe siècle. C'est elle qui a posé, en fait, les premiers jalons de ce qu'on allait appeler plus tard la décentralisation. Et on parle aujourd'hui de décentralisation du théâtre. On dit que la décentralisation, c'est venu avec la création du ministère des Affaires culturelles. Or, la notion même de décentralisation, lorsqu'on regarde les textes, les archives, etc., on se rend compte qu'elle était déjà très présente. C'était l'un des objectifs même des militants de l'éducation populaire du début du XXe siècle. Alors dans la décentralisation, on a évidemment, à partir des années 20, on a on va dire les précurseurs de l'éducation populaire, c'est Jacques Copeau. Voilà, on sait que Jacques Copeau, par exemple, qui était en fait, c'est lui qui a créé la NRF, les éditions de la NRF, vous savez, voilà. Il a créé en 1913, et c'est avec en fait tous les membres de la NRF, des éditions NRF, qui est devenu Gallimard NRF, qui créé en fait le théâtre, dans la même année, le théâtre du Vieux Colombier. Donc autant vous dire que le Vieux Colombier, Jacques Copeau, c'est véritablement l'un des pères du théâtre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans tous les, on va dire, je dirais les grandes figures du théâtre du XXe siècle, en passant par Villard, Dulin, Jouvet, enfin tous ces gens-là sont passés à un moment donné par Jacques Copeau. Donc Jacques Copeau est l'un des parents, on va dire, de cette génération du théâtre. Et pourquoi est-ce qu'il est à l'origine de la décentralisation ? Parce que lorsqu'il a créé le Vieux Colombier, il avait vraiment pour objectif, lui, de faire vraiment un théâtre d'art. Il voulait renouer avec la notion de théâtre d'art. Et lui, sa grande référence, c'était Stanislavski. Alors, il l'avait rencontré et il était absolument admiratif du travail de recherche de Stanislavski. Et donc, pour lui, le théâtre, c'était avant tout un théâtre d'acteurs, quoi. Donc, il voulait réformer le théâtre. Il voulait réformer le théâtre, mais réformer aussi, finalement, l'acteur lui-même. Donc, il voulait faire il voulait créer une espèce d'éthique pour l'acteur. C'est-à-dire, il fallait être dans la sincérité, il fallait absolument enlever toutes les afféteries, supprimer le cabotinage, être vraiment dans la vérité. Et pour ça, c'était nécessaire pour lui de faire un théâtre d'acteur vraiment austère, quoi. Mais pour lui, il fallait absolument que le plateau soit évidé, nu, il ne doit y avoir que l'acteur, et puis ses aspirations à être dans la vérité, quoi. Alors pourquoi ? Ouais. Est-ce qu'il se rapprocherait du théâtre de la cruauté un peu d'Artaud dans cette... Ah, théâtre de la cruauté Comment ? Pour moi, ça tourne autour un peu des mêmes choses. Ouais, des pareils. Oui. Tout enlever pour pouvoir commencer quelque chose de... Oui, c'est ça. Alors, il ne parle pas trop d'Artaud. Il parle pas trop d'Artaud. Artaud, c'était un petit peu plus tard. Hein. Donc, non, lui, il est plus près, en fait, de cette tradition du théâtre naturaliste, quoi, on va dire. Hein. Mais en tout cas, la volonté de réformer et de se dire, voilà, ce qui compte, c'est d'abord le jeu de l'acteur plutôt que les décors et surtout la sincérité de l'acteur. Pour ça, il fallait absolument supprimer tout ce qui pouvait nuire, en tous les cas, à cette pureté, entre guillemets, de l'acteur, quoi, du théâtre. Voilà. Pour lui, le théâtre, c'est essentiellement l'acteur. Voilà. Alors, donc, il a créé le Vieux Colombier, et puis ce Vieux Colombier, eh bien, ça commence un peu à l'ennuyer, et il décide en 1924 de le fermer.
et il décide en fait de quitter le monde parisien, qu'il trouve beaucoup trop mercantile, trop mondain, et il a l'intention, en fait, avec des jeunes acteurs qu'il veut former, de s'installer en Bourgogne. Et c'est de là qu'il va créer ce qu'on a appelé les copiaux. Les copiaux. Copio, c'est copeaux, mais c'est les petits copeaux, si vous voulez. C'est un terme qui vient de Bourgogne pour dire les petits, quoi, enfin les copiaux. Voilà, donc toute sa troupe, c'est la troupe des copiaux. Et donc ces copiaux, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Eh bien, ils allaient tourner en fait dans les petits villages de Bourgogne. Ils allaient faire en fait des spectacles qu'ils allaient créer sur place. Aujourd'hui, on dirait c'est du théâtre, c'est comment dire, comment appelle-t-on ça, le théâtre Tréteau? Oui, de Tréteau, voilà, absolument, théâtre de Tréteau, mais c'est un théâtre Itinérant. Itinérant, voilà, c'est ça, un théâtre itinérant de Tréteau. Et un théâtre surtout qui devait, dont les pièces devaient s'écrire à partir des aspirations des gens, quoi. Donc on ne venait pas avec des pièces super connues, même si Copeau avait monté les plus grands classiques, Molière, etc. Donc il avait une connaissance très aiguisée, je veux dire, du théâtre classique. Mais là, ce qu'il voulait, c'était surtout s'adresser aux gens, et que ce théâtre-là, ce soit presque une émanation, en quelque sorte, des gens en Bourgogne, quoi. C'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, ce que vous avez dit tout à l'heure, dans ces fêtes civiques. Ouais. C'était la première fois qu'il y avait une esthétique politique. Et du coup, dans cette fête-là de rapport de force entre l'éducation populaire et la décentralisation, c'est une guerre esthétique, en fait, finalement. Enfin, j'ai l'impression dans cette quête un peu de sortir des esthétiques, enfin, de se réapproprier, par exemple, dans ce stade de Tréteau, de laisser la place à ces gens-là, du coup, en venant chez eux, de se réapproprier un monde de questionner leur esthétique, leur place dans le monde peut-être. Enfin, j'ai l'impression que c'est une guerre esthétique, Oui. surtout. Alors, oui, enfin, en tout cas, l'esthétique, c'est un moyen qui est employé pour arriver à... oui, c'est-à-dire esthétique, c'est créer une communauté sensible, quoi. C'est Rancière qui parle beaucoup de ça, la communauté. Donc, quand il évoque justement cette idée qu'on peut créer une communauté sensible, et cette communauté sensible, à la fois, elle crée un lien entre les gens, mais elle est aussi une forme formidable de séparation, c'est-à-dire que c'est ce qui permet aussi de se dire, bon, bien, en se rassemblant, on agit aussi contre quelque chose, contre une certaine esthétique, voilà. Donc, oui, le combat est esthétique, mais il est surtout la volonté de faire vraiment naître les œuvres dans un terreau, quoi. C'est-à-dire, plutôt que d'apporter des œuvres que l'on célèbre, eh bien, on crée des œuvres avec les gens, quoi, à partir de leurs histoires. Alors, en Bourgogne, c'est à partir des légendes, c'est à partir des récits qu'il a pu avoir, et puis avec ça, il tisse un texte qu'il écrit, mais qui permet justement que les gens puissent se reconnaître, en quelque sorte. Donc là, si vous voulez, on a une première ébauche de la décentralisation. Ensuite, on a... alors, il disait, par exemple, Jacques Copeau, j'ai une citation, donc à la suite d'une représentation des Copiaux, on est en décembre 1925, il dit que ce qu'il veut, lui, c'est travailler pour le peuple, entrer d'un pays et couronner son existence, entrer dans un pays et couronner son existence laborieuse, par une beauté sortie de lui. Donc, c'est-à-dire, on essaie vraiment de prendre ce que les gens nous donnent de leur rapport au monde, justement, de leur esthétique. Donc, une beauté qui serait sortie de lui, une beauté qu'il comprenne, ce peuple, qu'il aime, qu'il représente pour lui sous la forme dramatique, afin qu'il comprenne mieux le sens et la grandeur, son travail, ses habitudes, ses traditions, son histoire, élever son regard et son âme au-dessus de ses préoccupations quotidiennes. C'est vraiment cette idée de partir véritablement d'une culture qui serait endogène en quelque sorte, et puis essayer de la sublimer, de la magnifier en faisant une œuvre qui justement, une œuvre qui fasse rêver, quoi, qui les fasse rêver. Donc c'est à la fois la volonté de renouveler le théâtre et à la fois aussi l'idée de fonder une communauté théâtrale. Ces deux notions sont absolument inséparables pour Jacques Copeau. En quelque sorte, c'est créer un art de vivre, quoi. Un art de vivre. Donc ça, c'est vraiment le travail
que va faire Copeau. Et puis avec lui, il va y avoir aussi des gens comme l'un de ses élèves qui est Léon Chancerelle, qui va faire un peu la même chose. Il va collaborer avec Copeau au Vieux Colombier. Il va ensuite l'accompagner en Bourgogne, et puis très vite, il va créer sa propre troupe. Ça va donner les comédiens routiers. Les comédiens routiers qui sont pareils, c'est un peu le même principe. C'est planter donc des tréteaux, mais avec la volonté de se rapprocher des gens, là encore. Et lui, bon, Chancerelle, il va rencontrer le scoutisme, donc ça va lui permettre, à travers des jeunes scouts, de créer une troupe. Et avec cette troupe, ils vont aller aussi faire le tour dans les petits villages, etc. Donc là encore, il y a aussi un mouvement de décentralisation, quoi. Et puis, il y a aussi un autre personnage, donc on est toujours dans les grandes figures de l'éducation populaire du début XXe siècle. Il y a un certain Jean Guéhenno aussi, qui est une figure très importante. Alors Jean Guéhenno, lui, donc c'est un résistant, et puis il a fait partie de groupements d'intellectuels plutôt antifascistes. Et c'est en octobre 1944, donc juste avant la libération, il va... en fait, il est appelé à être... il va être inspecteur général de l'éducation nationale et de l'éducation populaire. Autrement dit, juste avant la libération, on lui confie l'éducation nationale et l'éducation populaire, qui sont une seule et même entité, et il va projeter de près, lui, ce qu'on va appeler les maisons de la culture. Alors c'est un terme dont on va évidemment beaucoup parler bien après avec Malraux. Alors là, je pense peut-être beaucoup, mais Ouais. il y a quelque chose que je pense par rapport à cette décentralisation. Ouais. S'il y a une décentralisation, c'est qu'on part d'un centre, à Et savoir oui. Paris. Et oui. Et finalement, c'est la culture parisienne, du coup, parce que c'est ça qui est entretenu à Paris, qui est, on essaie de reproduire ailleurs, en tout cas, ou en s'adaptant peut-être au territoire, etc. Parce que, mais ça me fait penser que c'est peut-être, que ça soit en fait ces politiques culturelles ou l'éducation, enfin, c'est peut-être moins peut-être l'éducation culturelle, mais c'est ces politiques culturelles successives qui ont, entre autres, produit la suppression, l'annihilation même de certaines cultures régionales. Je parle par exemple, moi j'ai un truc dans le Berry, enfin, ces fêtes-là qui étaient en soi une culture il y a plein de rites finalement, des choses qu'on observe peut-être maintenant beaucoup moins dans ce point-là. Enfin, je veux dire, ça me pose la question de l'impact de ces politiques-là comme vraiment politique en fait vraiment agressive, colonisatrice vis-à-vis des autres cultures. Oui. Enfin voilà, c'est comment? Même des cultures de village, tout ça. De village, de région, il y a d'autres j'imagine causes à cette suppression-là, mais il y a quand même un écrasement qui est fait. Alors c'est vrai que tu as raison de dire ça, mais en tout cas, avant la création du ministère des Affaires culturelles, justement ce mouvement qui a été initié par Copeau et ensuite Chancerelle, c'est un mouvement qui justement veut s'inscrire dans le territoire. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'ils veulent d'abord, c'est justement partir des traditions, partir des aspirations des gens, de leur culture, justement de leur culture à eux. Copio et les comédiens routiers, c'est vraiment partir justement des préoccupations des gens et puis un peu de leur univers en quelque sorte, de leur propre culture. Donc à partir de laquelle après ils construisent des œuvres. Mais contrairement au travail qui a été entrepris, au projet qui a été entrepris par le ministère des Affaires culturelles en 1959, c'est un projet
ces initiatives ne vont pas contre en fait, ces cultures-là. On peut même d'ailleurs les taxer souvent de cultures un peu régionalistes, justement. On peut leur dire, bah oui, finalement, c'est une démarche un peu réac de se dire, bon ben voilà, on va remettre en avant les cultures régionales plutôt que les cultures nationales, mais ça peut avoir des effets un peu pervers. D'ailleurs, ces figures dont on parle sont souvent assimilées à un courant un peu, on pourrait dire, droitier de l'éducation populaire. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce n'est pas une culture imposée, voilà. Ce n'est pas la culture dominante que l'on vient distribuer dans les régions. En tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas encore présent. Mais j'ai raison de dire qu'en effet, à partir du moment où ça devient une politique culturelle, c'est-à-dire où il y a une orientation politique qui est faite dans ce sens, dans le sens de donner une culture aux provinces, alors oui, il y a un effet d'écrasement qui peut arriver, on le verra ça. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas une distinction à faire entre décentralisation et déconcentration. C'est-à-dire que l'État se déconcentre, et par exemple en 59, quand ils vont créer une maison de culture qui viendront les scènes nationales, là, on est vraiment en train de faire descendre un modèle et dire ils se créent des grosses maisons qui vont montrer les œuvres qui viennent de Paris. Mais ça, je suis déjà en train d'anticiper sur le conflit que tu vas présenter, enfin, le combat qui va se faire. Mais la décentralisation, c'est plutôt, enfin, ce qu'ils essaient encore aujourd'hui parfois, c'est vraiment les locaux qui reprennent le pouvoir, qui reprennent des compétences. C'est une grosse différence, parce que ce que tu dis là sur l'oppression, c'est vraiment, enfin, on va y venir j'imagine, c'est ces histoires des politiques culturelles qui descendent et qui disent voilà comment ça doit se faire et quelles œuvres il faut montrer. Alors que là, ce que tu racontais de Copiaux, enfin les Copiaux, c'est le contraire, effectivement. C'est ça cette différence, je pense, entre un État qui se déconcentre avec des dracs qui disent ce qu'il faut faire dans et une décentralisation, normalement, il va y avoir une remontée plutôt, enfin une décision locale et quelque chose d'horizontal. Enfin. Et oui, c'est ça, complètement. Oui, dans la volonté, sûrement. Dans le concret, par exemple, là, quand on regarde maintenant, la chaîne musicale des directeurs de CPN, ils ont tous les mêmes dossiers où il y a une cahier des charges, on doit faire attention au territoire, etc. La plupart du temps, ce n'est pas forcément des gens qui viennent du territoire. Du coup, par exemple, là, juste pour le CPN, ça ne fait pas comme ça. Enfin, ça fait comme ça, je pense. Je sais pas. On dirait que c'est l'impression que j'en ai de ce truc qui n'est pas. Je défends pas la culture de. Enfin, je suis sensible à l'attention par rapport aux cultures, mais je ne suis pas forcément pour de ressortir des cultures régionalistes ou pas. Oui. C'est juste une question que je me pose par rapport à l'effet d'écrasement. Bah oui, bien sûr. Peut-être qu'on va arriver justement à c'est quoi une politique culturelle. On va essayer d'y arriver. Je regarde juste l'heure pour savoir si on est... Ouais. Ça va, il nous reste encore une bonne heure là. D'accord.